Bonjour à tous et bonne année, je vous souhaite une excellente saison 2025, qu'elle soit remplie de bonheur et de réussite sur la piste, mais aussi en dehors dans votre vie. En tout cas, nous, on sera encore là toute l'année pour parler de Formule 1 entre nous. Et 2025 s'annonce justement comme l'une des saisons les plus excitantes depuis un moment, voire même de tous les temps. On a 1000 raisons d'avoir envie de la regarder. Et justement, aujourd'hui, voici une liste non exhaustive de 20, en vérité 21 questions dont on a hâte d'avoir la réponse cette saison. Allez, on attaque directement et avec une question très générale, comment faire aussi bien qu'en 2024 ? 7 pilotes avec au moins 2 victoires, 4 écuries avec au moins 2 victoires, aucune course qui ne se ressemble, des issues imprévisibles à chaque fois, les samedis et les dimanches. Voilà, on a été gâtés, on vient de vivre quelque chose de rare. 2025 va avoir fort à faire pour être au niveau. Mais voilà, il y a des raisons d'espérer. Déjà parce que depuis Miami, ça part dans tous les sens et si on a une saison qui dans son entièreté sur 24 Grands Prix et comme 2024 a été depuis Miami, ça va être complètement fou. Les deux championnats seraient hyper serrés, hyper indécis. On aurait peut-être même une vraie lutte au titre pilote. Chose qu'on n'a pas eu en 2024, et ça c'est un énorme axe d'amélioration. Et puis le règlement actuel vise au resserrement des performances, ça se matérialise de plus en plus, on le voit vraiment, donc on peut espérer que l'an prochain personne ne domine, comme c'est le cas désormais depuis 10 mois, on peut espérer aussi que plusieurs continuent de se battre devant, voire peut-être même que d'autres rejoignent le pack de l'avant. En 2024, on a eu aussi très peu de faits de course, il y a très peu de grands prix qui ont basculé dans la folie à cause d'un crash, d'une safety car ou de ce genre de choses. Donc voilà, cette année on pourrait aussi avoir le retour de quelques petits coups de pouce pour rendre les scénarios un peu plus fous, ça peut faire des surprises, et surtout le point final qui est à l'avantage de 2025, c'est que la grille a complètement changé, il y a énormément de nouvelles histoires à écrire, à découvrir, de choses à regarder aux quatre coins de la grille, ça donne un immense coup de frais, et donc pour toutes ces raisons, voilà, je ne suis pas inquiet pour 2025. À chaque fois, je pose une grande question, c'est un des thèmes importants de la saison, je tente de donner quelques axes pour y réfléchir, je n'ai pas la réponse puisqu'on ne l'aura qu'en fin d'année, mais je vous invite évidemment à chaque fois en commentaire à me donner vos avis et aussi les questions auxquelles vous attendez le plus des réponses en 2025. Deuxième question, que va-t-il se passer sur le mercato ? Là, clairement, je le dis d'office, ce sera moins fou que l'an dernier car énormément de pilotes ont déjà bougé, impossible de faire mieux et tout le monde s'est déjà positionné juste avant le grand virage de 2026. Mais il y aura quand même des choses à surveiller, à commencer tout simplement par Cadillac qui n'est pas encore là mais le sera en 2026 et doit se trouver deux pilotes. On parle beaucoup de Colton Herta, ça fait sens, mais il n'a pas la super licence, il va devoir faire une très grosse saison en Formule 1, il y a plein d'anciens comme Bottas, Joe, Magnussen ou même Ricciardo, même s'il a décliné, qui vont peut-être avoir envie de revenir. Il y a plein de jeunes pilotes talentueux, peut-être que Cadillac arrivera à en prendre un. On n'est pas à l'abri non plus peut-être d'une grosse surprise d'un pilote sur la grille qui tente un pari fou. Voilà, c'est énorme à jouer sur le mercato. Et puis, au-delà d'un éventuel choc qu'on ne pourrait prédire encore aujourd'hui, comme on en a eu plusieurs l'an dernier, je serai particulièrement attentif à Tsunoda, qui, je crois, n'a plus vraiment d'avenir chez Red Bull au-delà de cette saison. Donc la question c'est, va-t-il trouver un point de chute ou va-t-il quitter la Formule 1 ? S'il reste, dans quelle équipe ? Puisqu'on sait qu'Honda part chez Aston, mais que chez Aston, Stroll a déjà un contrat pour 2026. Ça m'a l'air très compliqué pour Yuki. Et puis aussi la question de par qui Red Bull pourrait-elle le remplacer. Et là, je vous conseille d'emblée de surveiller un jeune qui a été très bon en F3, qui arrive en F2, qui est une des grosses pépites à venir. C'est évidemment Arvid Lindblad. À ce jour, il est mon favori pour être en F1 en 2026. C'est très tôt. Mais voilà. On a aussi 5 rookies, c'est jamais évident, il peut y avoir des catastrophes, leurs situations peuvent évoluer très vite, et parmi eux, il y a Jack Doohan qui, avant même d'avoir réellement commencé finalement, est déjà dans une situation très inconfortable chez Alpine. Parviendra-t-il à tenir ? Qui pourrait éventuellement le remplacer, le mettre sous pression ? On rappelle que Colapinto, qui a séduit beaucoup de monde avant de refroidir, va passer toute la saison sur la touche. Il va y avoir des rumeurs. Le reste de la grille me semble plutôt serein, je ne vois pas vraiment de raison de bouger, sauf, comme je l'ai dit, énorme choc. Mais voilà, Cadillac, Tsunoda, les rookies, dont Doohan, il y a quand même des choses. Allez, on commence avec les questions sur les équipes et les pilotes et on commence d'en bas avec Sauber et cette question. Audi va-t-elle enfin s'impliquer ? Et oui, depuis l'annonce du rachat, nous n'avons rien vu ou presque, et c'est même plutôt le contraire. Ça semble déjà se casser la figure avant même d'avoir démarré. Rien n'a vraiment été mis en place alors que le temps tourne.
Et là, clairement, en 2025, il faudra vraiment que le projet Audi se dessine, sinon on va à la catastrophe. La marque allemande doit rassurer sur ses réels moyens, ses réelles envies, ses réelles ambitions, puisqu'entre les difficultés de recrutement, le travail qui n'a pas vraiment commencé en coulisses, et l'état de santé aussi du groupe Volkswagen auquel elle appartient, bah ouais, ça fait un peu peur. On nous dit déjà, on sera compétitif peut-être en 2028 ou en 2030, ça sent pas bon. Et cette année, il faut que ça change. Pourtant, je pense qu'il y a une bonne base, hein. Il y a une équipe qui est là, sur laquelle on aurait déjà pu travailler, surtout qu'il y a très peu de pression, puisqu'on n'attend rien de ce steak Sauber vert fluo. Voilà. Dommage, en plus, j'aime plutôt bien le duo de pilotes, puisqu'avec Hülkenberg, t'as un mec qui est une référence, qui t'apportera des points, de l'expérience, qui peut aider à développer. Et Bortoleto, lui, c'est un super talent qu'on a hâte de voir se développer, qui peut être une très bonne nouvelle pour l'équipe à l'avenir. Mais bon, pour faire fructifier tout ça, il faudra s'impliquer dès maintenant. Et sinon, le réveil peut être très 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 brutal en 2026. Bon, déjà, on a l'impression que ça sent pas bon, mais ça pourrait être pire. On arrive sur Williams maintenant, et une première question, que va apporter Sainz ? Je n'ai aucun doute sur les qualités de Carlos, sa vitesse et son œil technique notamment. La vraie question, c'est plutôt à quel point et à quel rythme, à quelle vitesse peut-il changer Williams. Il y a déjà le chrono, tout bêtement, les dixièmes que peut-être il va réussir à trouver plus ou moins rapidement. Peut-être que ce sera un dixième ou peut-être que ce sera 5. Ça peut déjà changer beaucoup de choses pour Williams, la faire passer dans une autre catégorie. Et puis après, il y a tout ce qu'il va ramener de ses expériences passées, de sa qualité, notamment ce qu'il a vécu chez Ferrari, le développement, l'expérience, l'exécution, la méthode. J'ai hâte de le voir commencer à pointer du doigt les défauts de Williams et à aider à changer la mentalité, à collaborer avec James Valls pour faire finalement revivre Williams. Il va s'inscrire finalement dans la suite de la transformation et je pense que c'est un pilote qui peut faire passer beaucoup de steps à Williams. Évidemment, le grand objectif, c'est 2026. Mais ce travail commence maintenant. Et puis ça va aussi faire bizarre de le voir dans le milieu, voire le fond de peloton, puisque ce sera la première fois depuis 2018 avec Renault qu'il jouera aussi bas. Depuis, entre-temps, il a gagné 5 grands prix, est monté sur 27 podiums, a changé de dimension. Alors, ce n'est plus le même Carlos, et son nouveau défi m'intéresse, c'est un des plus gros points d'intérêt de la saison. La deuxième question sur Williams, c'est que vaut Alexander Albon ? Alors oui, dit comme ça, c'est peut-être un petit peu violent, mais c'est la réalité. Cette année, on va en apprendre énormément sur le vrai niveau du Thaïlandais. Depuis qu'il a sauvé sa carrière en se rattrapant des échecs chez Red Bull et en trouvant une très bonne place chez Williams, où il a été parfait, puisqu'après 3 bonnes saisons, particulièrement 2022 et surtout 2023, eh bien, il est devenu un des top pilotes de la deuxième partie de peloton, très clairement. Oui, mais il n'a affronté que Latifi, Sargent et Colapinto. On ne l'a jamais vraiment vu face à une référence. Finalement, c'est assez dur de l'évaluer. Si ça se trouve, la Williams va une demi-seconde plus vite au tour, mais on ne peut pas le savoir. Alors du coup, en attendant, on pense qu'il fait du bon travail. Je ne pense pas qu'on en soit là, évidemment, et je continue de penser qu'il fait du très bon travail, mais face à Sainz, on ne peut pas nier qu'il va affronter la réalité. Un patron expérimenté dont on connaît le niveau face au tout meilleur. S'il n'est pas proche, j'ai même envie de dire s'il n'est pas devant au début, vu que lui est dans l'équipe depuis 3 ans et n'aura pas de temps d'adaptation, voilà, il est censé être le leader, eh bien s'il n'est pas à ce niveau-là, ça va être chaud pour lui. En vrai, sur cette saison et la prochaine, puisqu'on peut laisser 2 ans, surtout qu'il y aura la Révolution 2026, eh bien Albon joue sa carrière. S'il est devant ou à la bagarre avec Carlos Sainz, il peut décoller, il va intéresser du monde, il va s'inscrire sur du long terme en Formule 1. Dans le cas inverse, s'il est battu, je pense que sa carrière peut en prendre un coup. Donc voilà, j'ai hâte de savoir, il va falloir être très fort, aussi sur le plan mental. Voilà. Quel est le vrai niveau d'Albon ? On en saura plus dans un an. Chez As maintenant, je me demande si le projet Komatsu peut continuer sur la durée. On en a parlé dans les bilans, As a parfaitement réussi sa saison 2024 et surtout a évolué sur tous les plans, est devenu une équipe beaucoup plus solide et a développé des choses excitantes pour l'avenir, le partenariat avec Toyota en tête. Mais du coup, il va falloir confirmer en 2025 et pourtant faire mieux ou faire aussi bien s'annonce déjà difficile. En vérité, j'espère surtout, c'est le plus important, que 2024 n'était pas juste une saison à part, comme 2-3 fois dans son histoire, As l'a fait et finalement, il ne s'est rien passé derrière. Cette fois, il faut que ce soit concret, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu des transformations en profondeur. L'objectif, c'est de pérenniser le projet, qu'il soit durable et qu'il continue de passer des étapes. Le soufflet As ne doit pas retomber en 2025. Mine de rien, il y a pas mal de pression, c'est nouveau pour cette équipe.
Et puis sur As, la deuxième question, c'est Ocon peut-il faire une Hülkenberg? Voilà, l'Allemand a été parfait l'an dernier, leader, l'un des meilleurs des autres, il a rapporté énormément de points et est redevenu aussi un pilote attractif dans les yeux du paddock. Eh bien, je pense que Ocon, qui prend sa place à un moment charnière de sa carrière vu tout ce qui lui est arrivé récemment, eh bien, doit faire pareil. Dans une équipe familiale, de milieu de peloton, avec un rookie comme coéquipier, avec aussi pour lui, on l'a dit, le besoin d'ouvrir un nouveau chapitre, Esteban doit être ce leader propre, infaillible, qui prend des points, qui fait des différences. Bref, il doit être Hülkenberg 2024. Ou mieux. Je l'en pense évidemment tout à fait capable. Je pense d'ailleurs qu'il peut se rappeler au bon souvenir de plusieurs personnes dans le milieu des médias, dans le milieu du paddock, aussi vis-à-vis des autres pilotes. Rappelez que lui aussi est un gars qui peut compter. Mais voilà, évidemment, c'est une saison charnière pour notre pilote français. Allons, on fait une petite pause dans la remontée des équipes pour évoquer les 5 rookies au travers de 5 questions. C'est le thème de la vidéo. Et d'abord cette question, comment le talent brut d'Isaac Hadjar va-t-il se matérialiser en Formule 1 ? Vous le savez, ce n'est pas moi qui vais dire du mal de son niveau, de son potentiel, et je crois que d'ailleurs chez Red Bull aussi, on est très fan de lui, Helmut Marko en tête. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'après les départs de Pérez et Ricciardo, ça y est, Red Bull a enfin une place pour une pépite, et c'est lui qui va devoir être testé, qui va pouvoir jouer sa carte. Pour moi, Isaac, c'est vraiment un diamant brut, dans le sens où j'ai l'impression que son potentiel est vraiment très grand, mais il faut maintenant transformer ça en un vrai rythme de pilote de Formule 1, ce qui est un immense défi. Il peut y avoir des ratés, il peut y avoir des coups de chaud. L'essentiel, c'est d'apprendre à chaque fois de tout ce qu'il se passe, surtout dans l'environnement Red Bull. Vu le timing chez Red Bull et vu le talent que lui, il a entre les mains, je crois que l'histoire peut être incroyable, mais il faut passer par énormément d'étapes. C'est ce que j'ai hâte de voir. Et pour terminer sur lui, en lisant le site The Race, que je trouve absolument excellent, que je lis tout le temps, et qui faisait l'autre jour son top 10 des duos de pilotes, eh bien, ils ont écrit ça sur Isaac et j'avoue avoir été un petit peu choqué. Ils ont placé Racing Bulls à la dernière place de leur classement des duos de pilotes, ok, pourquoi pas, mais ils ont justifié ça avec des phrases du style, je cite, « Il y a beaucoup de doutes à propos du rookie Isaac Hadjar que Red Bull n'a promu que parce que Liam Lawson est entré dans l'équipe senior et parce que son intérêt pour Franco Colapinto s'est éteint. » Il y a Ben Anderson qui a écrit, je cite encore, « Isaac Hadjar a l'air d'un pilote que Red Bull a promu alors qu'elle ne le voulait pas vraiment. » Et Anderson qui dit aussi que Hadjar a été le moins convaincant des pilotes qui rejoignent la grille cette saison, pendant que Scott Mitchell-Malm, qui est aussi une référence, a peur qu'Hadjar soit le plus faible des rookies en 2025 parce qu'il a été appelé en F1 à la dernière minute. J'avoue avoir été très surpris en découvrant ça, je m'y attendais pas, je pensais que le paddock avait une autre opinion d'Isaac, nous on a la nôtre aussi en tant que Français. Bref, assez surpris, parce que pour moi ça ne colle pas du tout avec ce que je pense, ce que je crois être la situation. Donc c'est simple, il y a un immense défi qui attend Isaac, et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Deuxième rookie, Douane, et cette question, peut-il échapper à la pire situation de la Formule 1 ? Comparé à ses autres collègues jeunes, l'Australien n'arrive pas du tout dans les mêmes conditions puisque les méthodes de Briatore lui mettent déjà une pression monstre. Il peut clairement sauter après chaque course et le cadeau un petit peu empoisonné d'Abu Dhabi était un avertissement. Il n'a pas le droit à l'erreur et peut subir à tout moment les foudres de son manager. C'est sûrement la pire manière d'accueillir un rookie et en plus, en enlevant déjà tout ça, de base, il est censé affronter Pierre Gasly en forme dans une équipe du milieu de tableau. Voilà. Est-ce qu'il y a pire pour débuter pour un rookie ? Je crois pas. Pour moi, des 5 nouveaux, c'est clairement le moins tranquille, celui qui va avoir les moins bonnes conditions et le moins de temps pour faire ses preuves, ce que je trouve assez catastrophique. Voilà. Et en plus, si je suis un petit peu tatillon, je vais dire que c'est celui des 5 qui a le moins bon CV junior et qui m'a peut-être le moins impressionné jusqu'à son arrivée en Formule 1. Donc voilà, avec tout ce contexte, j'ai envie de dire bonne chance pour s'en sortir. S'il est encore là à Abu Dhabi, qu'il a fait la saison complète, c'est costaud. S'il a un contrat en 2026, c'est extrêmement costaud. Aujourd'hui, je pense qu'on donnerait 5 ou 10% de chance. Voilà, donc à lui maintenant de prouver qu'il est plus fort que tout ça. Et s'il l'est, c'est qu'on a vraiment un top pilote. Troisième question sur les rookies, Bortoleto est-il vraiment spécial ? On ne se rend pas vraiment compte, mais le Brésilien est l'égal de Leclerc, Piastri ou encore Russell. Il a gagné coup sur coup la F3 et la F2 en tant que rookie. Pourtant, il n'a pas la même réputation et il n'a pas la même hype parce qu'on ne l'a pas vu venir. Il y a 15 mois, c'était un pur inconnu entre guillemets en Formule 3 que personne n'avait jamais vraiment signalé comme une pépite. En tout cas,
pas de cette envergure, alors que les Leclerc, les Piastri, les Russell, on les avait venir depuis plus longtemps, il y avait une vraie hype. Et bien du coup, j'ai envie de savoir qui il est réellement, maintenant qu'il est en Formule 1. Alors oui, on ne le saura pas au bout d'une saison, encore moins chez Sauber, mais il démarre son histoire en Formule 1, et je n'ai pour l'instant pas assez de clés pour le juger, donc c'est une de mes interrogations de l'année. Parce que si c'est vraiment Leclerc, Russell ou Piastri, c'est quelque chose. J'attends de la progression évidemment, je vais lui laisser du temps, enfin bref, je le jugerai comme les autres rookies, mais voilà, à la manière de ses prédécesseurs, on attend aussi quelques flashs de talent par moment, le samedi ou le dimanche. Voilà, bon point pour lui, contrairement par exemple à Douane. Je crois que des 5 rookies, c'est lui qui a la meilleure situation, puisqu'il va avoir le moins d'intente, vu qu'il est chez Sauber, le moins de pression, le moins de regard. Voilà, c'est plutôt idéal pour apprendre, pour débuter. Antonelli va-t-il suivre la route de Verstappen? Vous le savez, c'est mon opinion sur le jeune Italien. Je pense qu'on n'a pas vu un cas comme ça depuis Verstappen et que ça justifie le saut direct à 18 ans dans un top team à la place d'Hamilton. C'est une affirmation osée de ma part, mais qui va désormais se confronter au réel. Il va être le rookie le plus attendu, le plus scruté, celui aussi à qui on va demander de jouer le plus haut, très clairement. Alors maintenant, pour reprendre l'affiliation avec Verstappen, on se rappelle que Max a certes eu direct de très très bons résultats, une 7ème place dès son 2e Grand Prix, une 4ème très vite, voilà, direct, on a vu que ce mec était spécial, mais on a aussi vu, et ce pendant finalement assez longtemps, 3, 4, 5 saisons, des erreurs, des énervements, enfin on a vu un pilote qui n'était pas prêt. Pas prêt du tout. Antonelli n'a pas du tout le même caractère, ne posera pas le même type de problème qu'a posé Verstappen en arrivant, et en plus, l'époque est différente, c'était il y a 10 ans, beaucoup de choses ont changé, mais voilà, il n'a que 18 ans et il est annoncé comme le futur d'un top team, en ça, les cas sont comparables. Et donc les questions sont multiples. Quel va être son niveau immédiat, là, dans les premières courses? Quelle va être sa progression? Comment va-t-il gérer la pression? Fera-t-il beaucoup d'erreurs? Combien de temps va-t-il mettre avant d'être top, avant d'être propre? Voilà. Comment aussi les fans et les médias vont-ils réagir avec lui? Quand je vois ce qui s'est passé après son crash à Monza, je ne suis pas trop optimiste de ce côté-là. Bref, personnellement, je serais très patient avec lui, car certes, pour moi, c'est un grand talent et on peut en attendre beaucoup de choses, mais je continue de coller son histoire à celle de Verstappen, et je me rappelle que Max a mis du temps, mais qu'on a vu son talent. Donc voilà, à voir maintenant ce que va nous faire Antonelli pour sa première saison. Et enfin, dernier rookie, Biermann, et cette question, va-t-il assumer son statut? Biermann est considéré comme un des meilleurs pilotes qu'on ait eu dans les catégories juniors ces dernières années. Il vient de vivre pourtant une saison absolument horrible en Formule 2, mais ce n'est pas grave, car ces 3 piges en Formule 1 ont changé son destin et ont aussi changé la perception que l'opinion publique a de lui. Enfin, je dis ces 3 piges, mais c'est surtout une, celle de Jeddah dans la Ferrari, où il a complètement impressionné, c'était lunaire. La 2e à Bakou dans la Haas a été bonne, voire très bonne. En revanche, la 3e au Brésil s'est très mal terminée. Les conditions étaient horrible, particulièrement pour un rookie, donc on va pas vraiment se fier à ça, mais voilà, il reste sur un dernier mauvais souvenir, une dernière mauvaise expérience. Sauf que maintenant qu'on a vu ses capacités, vu qu'il les a montrées à Jeddah dans la Ferrari, je crois que les attentes sur lui vont être un petit peu élevées. Or, en étant titulaire à 20 ans dans une équipe du milieu de peloton, on va lui demander un tout autre travail que celui d'une pige ponctuelle. La manière de le juger va changer, ça va être aussi un travail cette fois-ci de long terme, quelque chose qu'on ne l'a jamais vu faire, même pas en Formule 2. Donc finalement, on pourrait presque tout jeter à la poubelle de ce qu'on connaît de lui, puisque c'est une autre carrière qui démarre. Mais voilà, il va finalement devoir tenir les attentes qu'il a lui-même fixées à Jeddah, et en étant l'un des meilleurs juniors de ces 5-10 dernières années. On attend beaucoup de choses d'Oliver Biermann. J'ai hâte de voir s'il va assumer, cette fois-ci dans un autre rôle. On retourne du côté des équipes avec Alpine et une question simple en apparence. Va-t-elle être enfin stable et réintégrer le top 5 ? Elle n'a plus atteint cette place depuis 2022, McLaren s'est désormais complètement envolé, Aston Martin est même passé devant, et en vérité, ce n'est pas du tout une surprise quand on voit tout ce qu'il s'est passé ces dernières années, avec les multiples changements de management, les mauvaises décisions, le mauvais développement, tout ça n'est finalement que logique. Mais lors du dernier quart de la saison 2024, Alpine a repris sa marche en avant, depuis Austin les choses vont clairement mieux, et à la toute fin de l'année, elle était la 5e force du championnat, une place qu'elle devra absolument obtenir l'an prochain pour qu'on puisse enfin réenclencher une spirale positive
et croire à quelque chose. Et puis, depuis son arrivée, Briatore fait des choix impopulaires et critiquables, mais qui ont le mérite, entre guillemets, d'être tranchés, que ce soit le moteur, le personnel, les méthodes, la communication. Ça bouge et quelques fruits commencent peut-être à être récoltés, en tout cas, ils devront l'être absolument en 2025. Finalement, Alpine cette année doit redevenir ce qu'elle était il y a 2 ans si elle veut vraiment être à nouveau crédible, avec un Gasly leader que j'attends vraiment très bon, j'ai de l'espoir. Mais voilà, il y a de la pression et il y a un petit goût de dernière chance, même si c'est peut-être la 3e dernière chance qu'on leur laisse. Pour Aston Martin maintenant, j'ai une question un petit peu provoque. À quel moment vont-ils abandonner 2025 ? Vous connaissez mon avis sur le travail de cette équipe, si vous avez regardé les bilans ou même si vous avez suivi la chaîne récemment. Voilà, depuis 18 mois, c'est clairement sur la pente descendante, c'est extrêmement décevant et aucun gage de réussite n'a été mis en place pour la suite. Je ne suis donc évidemment pas déjà hyper confiant pour 2025 car les 2 dernières saisons n'ont rassuré personne quant à leur qualité pour construire, comprendre et développer une voiture, surtout qu'avec Lance Stroll dans une des 2, on sait déjà qu'on va perdre beaucoup trop de points. Donc voilà, déjà pour cette année, voilà, il y a ça, et en plus on sait que leur grand objectif c'est 2026. L'usine sera opérationnelle, ce sera la vraie première voiture d'Adrian Newey, ils s'y préparent, ils y mettent les moyens depuis un long moment, il y aura pour le coup une vraie opportunité de pouvoir monter dans la hiérarchie, c'est l'équipe la plus tournée vers 2026, peut-être avec Williams. Alonso ne parle d'ailleurs que de ça, il le sait, c'est le dernier grand coup, la dernière grande opportunité de sa carrière. Donc finalement, je crois que chez Aston Martin, 2025 n'est pas si importante que ça, qu'on compte vite tourner les efforts vers l'avenir et qu'en plus, si la saison est pas folle, comme c'était particulièrement le cas sur la fin d'année 2024, alors ils peuvent vite, oui, jeter 2025 à la poubelle. Ça fera en plus de temps en soufflerie pour l'avenir et pour 2026. On arrive maintenant sur Mercedes qui va vivre, je pense, une saison très particulière qui est assez dure à appréhender. Et donc finalement cette question, que vont-ils vraiment jouer en 2025 ? J'ai l'impression que peut-être Mercedes entre dans une phase de transition entre digérer le départ d'Hamilton, former Antonelli, ce qui va demander du temps, des erreurs et très clairement coûter des points. Il y a aussi encore toujours de très nombreux problèmes au niveau du concept de la voiture et il y a aussi un retard sur les 3 autres top teams. Voilà, je pense qu'avec tous ces éléments, Mercedes est un peu dans une position bizarre et que ça peut assez logiquement se transformer dans une saison bloquée à la 4e place. Je pense pas que comme Aston Martin, ils iront jusqu'à jeter la saison parce que voilà, eux ont un statut un peu plus à assumer. Aussi, il faut développer pour la voiture de 2026. Enfin, il y a des liens et ils ont aussi un Russell qui peut leur permettre de jouer devant. Mais voilà, très clairement, l'avenir est donc en premier lieu 2026 avec cette grosse révolution technique et notamment sur le moteur qui va donner une vraie opportunité d'enfin recoller devant. Bien ça me semble beaucoup plus important que les enjeux de 2025. Je pense qu'ils sont très certainement le top team qui peut le plus se permettre de reprendre un petit peu de recul quant à cette saison et j'ai hâte de les voir dans une année très finalement un petit peu entre deux. Et quant à Red Bull, ma vision, ou en tout cas ma question, est un petit peu pessimiste puisque je me demande, vont-ils imploser ? Et oui, en 2024, ils ont chuté sportivement, une chute amortie par le talent de Verstappen et aussi par l'équipe qui a su conserver certaines ressources. Mais voilà, il y a clairement des zones d'inquiétude dans plusieurs domaines, il y a eu plein de départs, il y a aussi des tensions, et j'ai l'impression qu'en 2025, soit tout redémarre, soit ça peut mal finir. Il va aussi falloir gérer Lawson, il y a très clairement un problème avec ce rôle de numéro 2, il semble absolument impossible d'y survivre, sauf qu'après 6 ans, c'est aussi à l'équipe de changer des choses, c'est aussi un peu sa faute, sûrement même en bonne partie, en grande partie. Et là, elle se retrouve avec un pilote à ce poste qui n'a que 11 grands prix au compteur. Elle doit absolument l'aider, l'écouter, lui offrir une vraie chance et arrêter de vivre sur une seule jambe. Il y a aussi beaucoup de questions qui se posent sur le néo-zélandais que finalement on connaît très peu ou très mal. A-t-il les épaules ? Qui est-il ? Quel est son vrai potentiel ? Voilà, l'inconnu est immense puisqu'il peut sombrer à la manière d'un Pérez ou bien peut-être être le premier à réussir parce que l'équipe va changer, parce qu'il est fait d'un autre bois.
C'est vraiment une des grandes questions de cette saison. J'ai hâte de voir comment il va s'en sortir face en plus au McLaren, au Ferrari, au Mercedes. C'est finalement un ovni de la saison 2025, Liam Lawson. Et puis pour Red Bull, il faudra faire tout ça sans oublier l'horizon 2026 qui fait un petit peu peur puisqu'on va changer de moteur et aller du côté de chez Ford. Les compteurs vont être remis à zéro, faudra pas se rater. Il y a le contrat de Max qui semble avoir pas mal de clauses. Et donc voilà, il ne faut pas rater 2025 et aussi ne pas envoyer de mauvais signaux pour l'avenir. En vrai, pour moi, c'est le top team qui est le plus en danger et qui a le moins le droit à l'erreur. On ouvre maintenant la page Ferrari, sûrement l'équipe qu'on attend le plus en 2025 pour plusieurs raisons. Et d'abord, cette question majeure, essentielle, titanesque, où en est Lewis Hamilton? Depuis la perte du titre en 2021 et ensuite les grosses difficultés de Mercedes qui ne joue plus devant, Hamilton est comme dans une pause forcée de sa carrière. Il ne dispute plus les titres, plus les victoires, sauf à 2 ou 3 occasions. C'est par moments sacrifié, a changé d'approche, semble aujourd'hui peut-être un petit peu perdu. Et là, il change d'équipe. Il va dans la plus grande. Pour ce qui est sûrement le plus gros défi de la F1, le plus gros défi de sa carrière, et aussi son dernier. C'est déjà monstrueux, mais en plus il arrive là-dedans avec énormément de questions, car ces dernières saisons, et particulièrement 2024, ne sont pas normales, ne sont pas de son standing, et on ne sait pas vraiment pour quelles raisons. Lui, la voiture, l'équipe, tout ça est un mélange où chacun fait sa recette. Donc, quel Hamilton va-t-on avoir? Au bout de combien de temps? Avec quel mental? Avec quelle voiture? Quel souci va-t-il amener avec lui de chez Mercedes? Au contraire, quel souci va-t-il directement régler? La Ferrari va-t-elle lui convenir? Quels sont finalement ses réels soucis avec les voitures actuelles? On peut tourner ça dans tous les sens. C'est la plus grosse question de l'année. Depuis 2022, Lewis Hamilton n'est plus vraiment présent sur la grille à cause des faits qu'on a expliqués, la perte du titre, Mercedes. Là, il peut être de retour. Je m'étale pas plus parce que j'ai tout dit. C'est énorme. Autre question sur Ferrari, forcément liée, comment va se passer la cohabitation avec Leclerc? Pour moi, Ferrari se retrouve avec le meilleur duo de pilotes de la grille sur le papier, niveau talent, niveau rythme, c'est des top pilotes, en plus qui sont intelligents, qui ont l'esprit collectif, mais voilà, ils vont se disputer la même chose, à savoir la gloire éternelle, ni plus ni moins, un titre avec Ferrari, en tout cas une chance de titre avec Ferrari. Donc, en plus de devoir réussir sa voiture, de continuer sa transformation interne entamée sous Vasseur et qui fonctionne très bien, ne pas perdre le fil, etc., eh bien Ferrari va devoir gérer ça, et ce, dans un contexte d'énorme pression, sûrement même la plus grosse pression de tous les temps, à l'ère moderne des réseaux sociaux, etc., où on sait tout, où on voit tout. Tout le monde va regarder le duo Leclerc-Hamilton, les chronos, les radios, les petites phrases, les petites rumeurs. Ça va même être complètement infernal, invivable. Et par le passé, avec Leclerc, il y a eu des frictions avec Sainz. À l'arrivée, ça a toujours été réglé. Mais voilà, imaginez la même chose avec Hamilton, ça va faire x100 en termes de caisse de résonance. Et ça, mal géré, on le sait, ça peut faire beaucoup de dégâts, tout gâcher même. Et c'est d'ailleurs peut-être la thèse de certains, ceux qui voulaient ne rien changer et donc garder la stabilité du duo créé avec Sainz. Les questions, c'est Ferrari est-elle prête? Vasseur parviendra-t-il à tenir la maison rouge? Est-ce que la cohabitation va bien se passer? Voilà, c'est peut-être le duo de pilotes, c'est même sûr qu'on va le plus regarder. Et pour finir sur Ferrari, question sur l'autre pilote, Charles Leclerc. Est-il un pilote générationnel? Clairement, le Monégasque est un des plus grands talents actuels, a déjà fait d'excellentes saisons, dont la dernière, a déjà gagné plusieurs fois, dont certaines courses vraiment magnifiques, a un truc spécial, et pour moi aujourd'hui, le 3e meilleur pilote de la grille. Il est aussi le visage de Ferrari depuis qu'il en a délogé Vettel. Voilà, clairement, c'est excellent. Mais là, on va avoir une toute autre réponse sur son niveau. En affrontant Hamilton, le plus grand de tous les temps, à minima du point de vue des chiffres, et ce, dans la plus grande équipe de tous les temps, en fait, il n'y a pas d'échappatoire. Soit tu es toi-même un très grand, un champion, soit tu es battu. Et depuis quelques saisons, Leclerc est bon, vraiment très bon, parfois excellent, mais voilà, il a quelques failles. Ferrari n'a aussi jamais vraiment durablement joué le titre ou été prête. 2022, c'est mal terminé, et il a fait des erreurs, mais tout n'est pas de sa faute non plus. Il a battu Sainz, qui est un top pilote, mais pas un champion, sans vraiment l'écraser. Bref,
On voit que ce que fait Leclerc, c'est très bien, mais on ne sait pas si c'est exceptionnel. Là, on va savoir. Un 1v1 face à Hamilton chez Ferrari, c'est le moyen de devenir une légende, de passer le dernier palier, de s'offrir une place encore très différente dans l'histoire de la Formule 1. À Leclerc de saisir cette opportunité. Et puis, dernière équipe, McLaren, et on commence avec une question pilote. Qui va prendre le leadership? Depuis un petit moment, on sent monter un duel entre les pilotes sur des courses l'an dernier comme Monza, la Hongrie ou certaines courses sprint. Piastri est venu voler dans les plumes de son aîné et en vrai on le sent, l'Australien est malin, tactique, il est bien entouré avec un Webber qui prend de la place dans les coulisses et il semble avoir un mental de champion. Il a d'ailleurs souvent embêté Norris sur ces questions-là, le Britannique semblant peut-être plus friable, un peu plus soft, moins méchant, moins tueur. Et donc des débats ont déjà continué à s'installer et vont s'intensifier au fur et à mesure du temps avec au centre cette question qui est, doit ou devrait être le leader de l'équipe à l'avenir. Mais la question est pour l'instant vite répondue puisqu'il n'y a pas photo, c'est Norris. Il y a une différence de rythme claire, il domine Piastri, mais sur du plus long terme, qu'en sera-t-il? Si l'Australien passe des paliers et en plus use de son style pour faire vaciller son coéquipier, comment Norris va-t-il réagir? C'est un duel qui peut être ultra excitant, mais pour ça il faudra que Piastri, qui entre dans sa 3e saison, qui est toujours une saison révélatrice pour les pilotes, continue de passer des paliers et, je le dis, augmente son rythme, car pour l'instant, il a un déficit. Il fait vraiment partie des pilotes, voire peut-être même des 2-3 pilotes que je vais le plus scruter cette saison, puisque s'il est vraiment un futur champion, comme je pense qu'il l'est, on doit le voir en 2025, de manière claire, nette, précise et durable. Et puis Lando Norris, lui en face pour l'instant, est devant, mais il a gâché pas mal de points, pas mal de victoires en 2024. Je pense qu'il aurait sûrement dû être titré vu la voiture qu'il conduisait, mais c'était aussi sa première saison aussi haut, il reste sur une forte impression à Abu Dhabi, il a beaucoup appris et il a dit que 2025 serait son année. Peut-il aller chercher le titre? Lando, on te regarde. En tout cas, encore une fois, il faudra d'abord éteindre la menace interne. Et puis, la question finale, McLaren va-t-elle assumer son statut d'équipe à battre? Ils sont aujourd'hui clairement les meilleurs. Meilleure voiture, titre constructeur plus que logique après l'ensemble de la saison. C'est eux qu'il va falloir détrôner en 2025, sauf que tout n'a pas été parfait en 2024. Les nombreuses victoires gâchées, les erreurs de stratégie, les consignes parfois inexistantes, souvent pas claires, le manque d'assurance, un titre constructeur finalement acquis avec une marge bien plus faible que ce qui aurait dû être le cas. Bref, en 2025, il faudra non seulement encore une fois être parfait sur le plan technique, comme ils l'ont été là pour le coup, mais aussi il faudra gommer toutes ces imprécisions dans l'exécution. 2024, c'était l'année de l'apprentissage et elle a déjà été récompensée d'un titre. 2025, il faudra que ce soit l'année de la confirmation, peut-être même de la domination, sinon ce sera la déception. Et Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Max Verstappen, George Russell ou encore Fernando Alonso n'ont pas été cités aujourd'hui, ainsi que quelques équipes. La raison est simple, pour tous ceux qui n'ont pas été cités, je trouve que leur situation est assez claire, ils sont bien installés, leurs valeurs ou leurs ambitions ou leur niveau est bien connu, et je crois pas que leur carrière se joue en 2025. Pas d'oubli, mais j'ai mis le focus sur les 20 ou 21 points qui me semblent vraiment être les grosses histoires de 2025. Et justement pour ces 21 points, j'attends vos avis en commentaire. Qu'attendez-vous en premier? Peut-être faites-moi votre top 3 des choses que vous voulez vite savoir par rapport à cette saison, que vous allez apprendre cette saison. En tout cas, merci de votre écoute. Pensez à mettre un petit like si vous voulez me soutenir, à vous abonner. Et on se quitte avec Enzo Ferrari qui l'assure cette année. Ça y est, avec Hamilton, avec Leclerc, avec Vasseur, ça y est là c'est sûr. C'est enfin la bonne. Comme 2024, comme 2023, comme 2014, comme 2010, comme 2012, 2017 aussi. J'ai pas cité 2009, où ça devait bien marcher. Bref, c'est la bonne pour Ferrari, c'est clair.